Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Sans cette profession, il serait bien difficile de tenir un club de lecture. Alors le Book Club rend hommage ce midi aux libraires, en partenariat avec le magazine Page des libraires, les livres lus et conseillés par les libraires. On en parlera évidemment dans le fil de cette émission. Il existe en France plus de 20 000 points de vente de livres et parmi eux 3 500 librairies indépendantes. C'est à ce réseau, l'un des plus denses au monde, et à ce métier que l'on va donc s'intéresser ce midi. Malgré ces grandes surfaces culturelles, les hypermarchés et évidemment aujourd'hui Internet, les librairies restent le premier circuit de vente de livres en France. C'est là qu'on achète près d'un livre sur deux. Mais ça veut dire quoi être libraire ? Comment le devient-on ? Comment gère-t-on ses stocks de livres ? Quels auteurs ou autrices sont des indispensables à avoir en rayon ? Avec qui travaille-t-on ? Quel lien entretient-on aussi avec les éditeurs, les lecteurs, les lectrices, les auteurs ? Bref, vous l'aurez compris, nous avons une centaine de questions à leur poser. On va les accueillir dans un instant. Bien sûr, toujours accompagnés par les lecteurs et les lectrices du Book Club. On déambule dans ce petit dédale de papier aux allées étroites, aux grisantes odeurs d'encre et de papier neuf. J'y ai emmené mes enfants pendant des années et ils m'y ont emmené à leur tour. Où plus de 10 000 livres, neufs ou ressuscités, leur rappellent malicieusement qu'ils ne savent rien. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et les voix de Véreda, Hélène et Anastasia, membres de notre club de lecture, qui vont nous raconter leur librairie préférée durant ces 40 minutes. Bonjour, Élodie Bonafou. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct depuis Châteauroux, où vous vous occupez de la librairie Arcane depuis 12 ans maintenant, si j'ai bien compté. Racontez-nous votre histoire. En 2011, vous avez décidé de passer de cliente de cette librairie à patronne, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Alors patronne, c'est un grand mot. L'objectif, c'était surtout d'être libraire. Le côté gestion d'entreprise m'échappait un peu à l'époque. J'y ai pris goût. Entre nous, l'esprit d'entreprise est quelque chose d'assez savoureux aussi. Mais oui, effectivement, à un moment, j'ai sauté le pas et je pense que c'est de loin la meilleure décision professionnelle que j'ai pu prendre. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant ? Alors, j'étais cadre de la fonction publique territoriale. Et du coup, en voyant une librairie qui allait fermer, peut-être, vous vous êtes dit, il faut que je la sauve ou pas du tout ? Alors, effectivement, elle s'apprêtait à ne pas être reprise. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait par intérêt personnel, par goût et par envie de ce challenge. Je ne l'ai pas fait pour sauver la ville et pour sauver... Alors même si ça fait partie effectivement des éléments importants quand même, parce qu'une librairie dans une ville, sachant que c'était la seule grande librairie indépendante de Châteauroux, ça a quand même un impact et ça a quand même une valeur très forte parmi les habitants. On va parler évidemment du rôle de la librairie dans les villes, dans les villages, dans les quartiers. Un mot peut-être sur aussi comment vous y êtes arrivé, puisque vous avez dit réflexion, mais formation aussi, c'est important. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette formation ? Alors, c'est une formation, moi j'ai fait une formation de reconversion, puisque j'avais un autre métier avant, où j'ai appris quelques éléments sur les rayons et sur les fonds de rayons, mais quand même essentiellement des éléments techniques sur la gestion de stock, sur les rapports avec les fournisseurs, les distributeurs, les éditeurs, sur toute la logistique qui est très conséquente quand on gère une librairie. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va vous demander de nous raconter et de nous expliquer. Alors, il n'y a pas un seul parcours pour devenir libraire. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour. Vous êtes dans le studio de France Culture à Paris, où vous avez votre librairie, la librairie Lamartine, dans le 16e arrondissement. On est un petit peu voisins, il faut bien le dire. Après avoir passé quelques belles années du côté de Boulogne-sur-Mer. La librairie, les livres, ce sont 2 virus, si je ne dis pas de bêtises, qui vous ont été transmis par votre père, qui était lui aussi libraire ? Oui, et mon grand-père aussi. Oh là là, c'est une histoire de famille, donc. C'est une histoire de famille, mais effectivement, comme à mon avis, bon nombre d'entre nous, la dernière chose que je voulais faire, c'est faire ce que faisait mon père, en fait. Et les hasards ont fait que je me suis retrouvé à la sortie des études sans grand-chose pas beaucoup d'opportunités, si ce n'est qu'il y a une place dans la librairie. Alors à cette époque-là, mon père n'était plus dans cette librairie. Donc j'ai commencé, et comme bon nombre de libraires, j'ai commencé dans le rayon scolaire, parascolaire, dictionnaire, qui est un rayon extrêmement formateur, de par la diversité des propositions et du public, en fait. Est-ce que l'image de la librairie a changé quand vous étiez plus jeune et au moment où vous vous êtes dit « je vais franchir le pas et je vais devenir libraire » ?
Je pense que l'image de la librairie n'a eu de cesse que de s'améliorer. En fait, on a quand même eu l'impression, avec les nouvelles générations de libraires ces derniers temps, le grand séisme du Covid, l'autre séisme qui était Internet, qui nous a obligés à dépoussiérer beaucoup de choses, à être de plus en plus affûtés, de plus en plus efficaces. Je pense que le métier a gagné en images, a gagné en souplesse. Ce n'est plus un commerce qui fait peut-être un petit peu peur, comme ça a pu faire à une certaine époque, réservé à une certaine catégorie de personnes. Élodie Bonafou, vous avez sauté dans l'inconnu, vous dites, en reprenant cette librairie. Est-ce que vous avez bien atterri ? Oh bah depuis 12 ans, heureusement. Pas de regret, j'imagine. Non, du tout. Non, du tout. C'est un métier passionnant et en tout cas, moi, qui me convient extrêmement bien. Alors, vous allez nous le raconter, votre quotidien. D'abord, on a demandé bien évidemment à notre communauté de lecteurs et de lectrices de nous parler de leur expérience, de leur relation avec leur libraire. Et ça peut être parfois très poétique. Nous partons en Bretagne et nous écoutons Hélène. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse des mots. C'est une librairie qui ne ressemble pas au cœur battant du plus petit des bourgs du Finistère. On y rentre, dans cette librairie, comme on pousserait la porte de chez soi. Même si en réalité, on ne la pousse pas, cette porte, on la tire. Et qui trouve-t-on ? Tout d'abord, le frais sourire et le bonjour léger de Maëla, la libraire. Quelques mots en français, quelques mots en breton, c'est selon. Et ça, c'est déjà merveilleux. On déambule dans ce petit dédale de papier, aux allées étroites, aux grisantes odeurs d'encre et de papier neuf, aux tentations multiples. On s'y perd pour y trouver tout ce qu'on ne cherchait pas, mais dont on avait in fine tellement besoin. On se laisse aussi guider par la maîtresse des lieux, qui, mue par quelques sortilèges et sans hésitation aucune, trouve dans l'imbroglio des piles et la poésie des rayonnages le livre qu'on était venu chercher. On se promet d'embarquer à nouveau, bientôt au fil de l'eau, à l'ivresse des mots, de l'ampoule du milieu. Mais chut, n'en parlez à personne. C'est ma librairie, à moi. C'est promis, Hélène, on ne dira rien, évidemment, sauf aux auditeurs de France Culture. Bien sûr, Stanislas Rigaud, il y a quelque chose de très touchant, de très intime, presque. Hélène qui nous dit, on pousse la porte comme la porte de chez soi. C'est un peu le sel du métier qui est à la fois un commerce pur dur, avec ses règles, avec ses contraintes, avec sa gestion, comme évoquait Élodie, et qui est en même temps quelque chose de l'ordre de l'intime. Et il ne se passe pas une heure, je pense, dans nos librairies sans que se passe quelque chose de différent. C'est-à-dire que notre métier, c'est forcément de pouvoir fournir aux gens les livres qu'ils veulent trouver, mais c'est aussi fournir aux gens les livres qu'ils veulent trouver, qu'ils ne savaient pas qu'ils voulaient trouver, en fait. Et dans cet équilibre-là, et dans l'intime qui se révèle au travers du rapport à l'art et rapport donc à l'écriture, il se joue énormément de choses. Élodie Bonafou, vous êtes d'accord, il y a deux types de clients, ceux qui savent ce qu'ils viennent chercher et puis ceux qui s'en remettent à vous, en fait. Alors, loin de moi l'idée d'opposer ces deux types de clients. Pour ajouter à ce que disait Stanislas, souvent les auteurs qui font des tournées en librairie dans toute la France sont surpris, moi c'est un discours que j'entends souvent, de la qualité de relation qui existe entre les libraires et leurs clients. Effectivement, on a une intimité souvent avec des clients de la librairie assez surprenante et forte, très forte. C'est vrai que vous dites que c'est un commerce comme un autre, mais si on ne s'entend pas bien avec son libraire, on ne revient pas. Je confirme. Non, c'est important. En fait, il y a énormément d'enjeux. Enfin, il y a énormément de. C'est difficile à appréhender. C'est-à-dire que dans le rapport, qui est d'abord un rapport de service, on a des clients en fait qui viennent chercher un produit. Ce produit, c'est le livre. Mais ce produit, c'est pas n'importe quel produit. Et donc là-dedans, il y a énormément de choses. On a eu des rapports très très forts avec des gens, des rapports forcément affreux. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On a envie d'intervenir, il faut garder une distance. Et il y a un côté éminemment théâtral à ce métier qui en fait aussi beaucoup le sel. Et là, on est uniquement dans le rapport de monsieur, madame, bonjour, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, vous ajoutez à ça les auteurs, vous ajoutez à ça tout ce qu'il peut y avoir d'événementiel dans ce métier. Et on a quelque chose d'absolument génial qui est le métier de libraire. Vous allez me dire si c'est différent avec une ville comme Châteauroux, Élodie Bonafou. Vous dites que votre librairie elle est au centre de la ville et donc ça veut dire que vous aussi, vous connaissez parfaitement vos clients, presque personnellement, quels sont leurs goûts, qu'est-ce qui pourrait leur plaire, quel livre je pourrais leur apporter.
Ah bah oui, évidemment. On achète souvent, vous savez, quand on prévoit d'acheter des livres avant parution, avant la date officielle de parution, on choisit les quantités qu'on va faire entrer dans la librairie. Il nous arrive à tous, je pense pas parler uniquement en mon nom régulièrement, de se dire, ah celui-là, je vais le prendre pour Madame Untel ou pour Monsieur Untel. On sait ce que nos clients lisent, évidemment, bien sûr. Alors, qui sont ces clients? Est-ce qu'il y a toujours une très grande variété ou est-ce que vous avez vu les jeunes revenir? Par exemple, on dit souvent que les jeunes ne lisent plus que sur les écrans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils reviennent dans les librairies? Est-ce qu'ils ne sont jamais partis de ces librairies? Stanislas Rigaud, c'est pas une question facile, mais je vous la pose quand même. En fait, on a eu, il y a un avant et un après Covid. Frontalement, l'après-Covid qu'on a cru être vraiment dur a été incroyablement bon. Et depuis, on s'est stabilisé à une hauteur qui est quand même assez impressionnante. Et je pense que de nombreux de mes confrères sont dans le même cas, avec un nouveau public. On a vraiment eu énormément de monde de nouveau au moment du post-Covid, juste dans les semaines qui ont suivi. Et ces gens-là, on les a gardés. Qu'est-ce qui a changé alors? Alors, je pense qu'il y a eu un retour. En fait, on a eu beaucoup de chance. On a été un métier qui a été préservé dès le deuxième confinement. Donc, un rapport de survie. On a eu aussi la chance d'être le seul métier dit culturel où l'actualité a été maintenue. Les livres n'ont jamais été arrêtés d'écrire, contrairement aux films, contrairement aux pièces de théâtre. Bon, il y a toute la dimension. On a profité aussi, je pense, du budget restaurant qui avait disparu, etc. Donc, tout ça a créé de nouvelles demandes. Et les gens qui sont rentrés chez nous, ils reviennent. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est un des gros changements. Et en ce qui concerne les enfants, ça a toujours été un problème, grosso modo, mais il faut bien... Je pense, on n'a jamais eu autant de bonnes parutions pour les enfants. On n'a jamais vendu autant de jeunesse qu'aujourd'hui. Donc oui, les enfants lisent. Oui, il y a un âge difficile, l'adolescence. On a plein d'autres choses à faire, beaucoup mieux que de lire des livres à l'adolescence. Moi, le premier, adolescent, j'ai absolument rien lu. C'est normal, en fait. C'est un truc qui a été, entre guillemets, parasité, notamment par les triomphes de J.K. Rowling, etc. Mais revenu à la normale, effectivement, on a une tranche d'âge qui lit peu. Je ne pense pas que ça soit dramatique. Et qui se rattrape certainement ensuite. Élodie Bonafou à Châteauroux, vous avez ressenti, vous aussi, cet avant et après Covid, avec peut-être, je ne sais pas, moi, la mise en place chez vous aussi du click and collect, qui a été ce terme presque inventé par cette crise. Ah oui, bien sûr. Nous, comme partout, on a eu un effet Covid très important, d'autant que moi, dès le premier confinement, on a assuré des livraisons et un service pour nos clients. Et puis, il y a eu cet effet Covid. Et si on doit parler aussi du renouvellement du public en librairie, on doit quand même dire un mot du Pass Culture aussi, qui a été un support massif au retour des jeunes physiquement en librairie. Et pour acheter quoi? Alors, au début... Parce qu'on parle beaucoup des mangas. Beaucoup de mangas, mais ouais. pas que finalement. On s'aperçoit, alors au début, il y a une vraie frénésie là-dessus. Dans la durée, c'est toujours le cas, mais de manière beaucoup plus relative. Il y a toujours du manga, il y a aussi beaucoup de romans jeunes adultes, ados, romances. Et puis on revient aussi à d'autres, à de la littérature un peu plus variée, un peu plus classique. Le Pass Culture, c'est ce chèque donné aux plus jeunes lecteurs pour les événements culturels, les sorties culturelles et aussi pour acheter évidemment des livres. On va parler encore un peu d'actualité avant de rentrer dans derrière le comptoir de votre librairie, si je puis dire. Un mot sur la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Ce sont les éditeurs qui choisissent le prix des livres. Ça, c'est la loi en France. Il y a d'ailleurs un prix unique depuis 1981, fixé par l'éditeur. Ça permet quoi, ce prix unique, Stanislas Rigaud? Alors, pour nous, c'est une grande sécurité. C'est-à-dire que... Quand je dis sécurité, c'est-à-dire que mon métier, ce n'est pas quand j'ouvre la librairie de me dire, alors si je prends un Harry Potter plus un Proust, je peux offrir un Céline, comme on peut trouver en Angleterre, aux États-Unis. Voilà. On n'est pas du tout dans une démarche sauvage par rapport au prix. Et ça, c'est un luxe énorme pour le libraire. C'est un luxe énorme pour le libraire. Les livres ont le même prix partout en France, partout sur Internet. Le livre est au même prix. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut matraquer parce qu'on s'est rendu compte, notamment ces dernières années, que les gens avaient eu tendance à oublier ce principe qui est pourtant effectivement fondateur. Ça nous a préservé et ça nous préserve aujourd'hui d'une concurrence sauvage. Alors, le prix à payer de ce prix unique, c'est que forcément, on a un métier où on a des faibles marges, effectivement, contrairement par exemple aux vêtements. On est sur un métier qui rapporte entre guillemets moins, mais on est protégé. Donc c'est dans cette balance qu'on trouve au niveau comptable une grande force pour la librairie, avec l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est donc l'aller-retour, puisque les livres que j'achète sont essentiellement des livres que je peux renvoyer.
Alors c'est une très bonne chose, parce que ça nous permet effectivement de ne pas chercher à l'unité près ce qu'il nous faut. Bon, le prix à payer aussi, c'est que forcément ce livre, en aller-retour, il y a des frais de port, forcément vous êtes remboursé, mais plus tard, etc. Donc il y a une gestion plus acrobatique qu'il n'est pareil. Et ça, il faut nous expliquer, Élodie Bonafou. Ça veut dire que vous achetez les livres auprès de l'éditeur. Une fois que vous les avez vendus, vous prenez un pourcentage sur cette vente. Et si vous ne les vendez pas, vous pouvez les renvoyer, c'est ça ? Alors oui, c'est à peu près ça. Dans une certaine limite, certains éditeurs sont plus regardants que d'autres sur les conditions de retour. Mais effectivement, un livre qu'on a acheté, si personne n'en veut, au bout d'un certain temps, on a le droit de le retourner à l'éditeur, tout à fait. Et comme le disait Stanislas, cette possibilité en soi n'est pas payante, mais le livre a pris un espace dans votre librairie qui, lui, a un coût, et les frais de retour sont à votre charge. Et l'avance de trésorerie également. Donc finalement, c'est pas non plus anodin, cette faculté de retour dont bénéficient les libraires. Ça veut dire qu'il faut bien gérer son stock, comme on gère n'importe quel stock d'ailleurs. Ça veut Probablement dire... plus encore. Plus encore. C'est vraiment le nerf de la guerre chez nous. Ouais. Un mot d'abord, et avant de voir comment est-ce que vous sélectionnez vos livres, aussi, et c'est une question d'actualité, c'est la question de l'inflation, bien sûr. On sait que les éditeurs ont augmenté les prix parce que le transport a augmenté, le coût du prix du papier également. Et c'est donc à vous, libraires, de changer les prix parfois sur les livres. Ça, c'est un travail qui a été pénible ces derniers mois, ces dernières semaines ? Alors, pas tant que ça. En fait, pas tant que ça, parce que d'abord, il y a un nombre de livres qui ne sont pas indiqués. Le prix n'est pas indiqué dessus. Ça, c'est une chose importante. Donc, forcément, les changements n'ont pas été modifiés. Ensuite, effectivement, on a surtout senti ça, notamment en livre de poche, où vous aviez des éditeurs sur lesquels le livre était marqué et qui, donc, il a fallu transférer. Alors après, vous avez une rotation quand même de votre stock qui fait que ça s'est chassé, entre guillemets, au fur et à mesure. On a eu très très peu de soucis par rapport à ça, in fine, mais effectivement, il y a eu un temps où... Alors, ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ces augmentations de prix, c'est que le livre est le produit qui avait le moins augmenté en termes depuis les années 80. C'est-à-dire que si vous prenez le prix d'un roman en francs dans les années 80 et que vous prenez le prix aujourd'hui en euros d'un roman alors, similaire, on va dire, il y a une très peu de différence. Or, quel produit aujourd'hui vous payez au même prix, à peu de choses près, quelque chose que vous achetez dans les années 80. Vous ne prenez pas quel clope, moi je payais 10 francs à l'époque, aujourd'hui c'est 10 euros. Le livre à l'époque qui coûtait 130 francs, aujourd'hui il coûte 20 euros. On est bien sûr, il y a de l'augmentation, mais on reste, je pense, dans des marges encore très raisonnables. Il y a un format qui, vous l'avez dit, c'est le format de livre de poche, qui a permis aussi un accès plus facile et plus aisé à tout le monde et à un plus large public. Élodie Bonafou, ça c'est toujours le cas 70 ans après l'invention ? Alors non seulement c'est toujours le cas, mais effectivement avec l'inflation qu'on a connue ces derniers temps, on a vu les gens acheter davantage de poches. Dans des périodes où on sent une certaine angoisse, un certain resserrement du porte-monnaie, les gens font attention. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de lire, mais ça veut dire qu'ils vont aller plus souvent et plus facilement vers des formats poches. Il y a une période dans le mois où, par exemple, il y a moins de clients parce que c'est la fin du mois ? Ah oui, bien sûr. Grosso modo, la 3e semaine, en fait, au moment où les prochains salaires ne sont pas encore tombés, mais l'ancien est déjà bien entamé, en fait. Élodie ? Non, j'allais dire exactement la même chose. La dernière semaine du mois est souvent un peu plus calme. Alors, il y a évidemment des librairies spécialisées. On a parlé des mangas, des bandes dessinées, de la poésie, des sciences humaines et les librairies jeunesse, celles dont nous parle Véreda qui habite à Rennes. La librairie La Courte Échelle à Rennes, qui a compté dans ma vie et qui compte encore, une librairie jeunesse qui est une vraie caverne d'Ali Baba. J'y ai emmené mes enfants pendant des années et ils m'y ont emmené à leur tour. Et comme j'ai la chance de travailler avec des adolescents et des enfants, j'ai continué à la fréquenter avec gourmandise, en me perdant dans ses rayons avec délice. J'y ai découvert des tas d'auteurs et d'illustrateurs, Claude Ponty, Yvan Pommeau, Éric Sanvoisin, pour ne citer qu'eux, au gré des lectures que je voulais absolument partager avec ces enfants ou ces adolescents, au gré des rencontres que j'ai faites avec des auteurs et des illustrateurs, notamment Yves Grevet, un grand romancier, et Charles Dutertre, un illustrateur que j'aime beaucoup. Ce que j'aime dans cette librairie, c'est qu'il y a beaucoup de choix et que les libraires sont de très bons conseils. Ils ont changé au fil des ans, mais l'esprit de découverte et de partage demeure.
L'esprit de découverte et donc de partage, c'est deux mots qui, j'imagine, résonnent pour chacun d'entre vous. Vous êtes, vous, des librairies généralistes. Comment on fait le choix des rayonnages, des thématiques, des genres qu'on met dans sa librairie, Stanislas Rigaud? Alors la répartition, en fait, on est sur une répartition forcément due aux chiffres. À la librairie où je travaille, le rayon numéro 1 est loin devant les autres, c'est la littérature grand format. Puisqu'on grosso modo, un livre sur 5 qui sort de cette librairie est de la littérature française et étrangère, grand format. Là-dessus, vous ajoutez une grosse moitié de ce chiffre en poche. Donc voilà, on a 30% de littérature, 35% de littérature. Après, au même volume, vous mettez des jeunesse et BD, et après, vous mettez tout le reste. Donc tout le jeu est d'équilibrer vos rayonnages en fonction des périodes, des parutions forcément, tout ce qui est opération, mise en avant, et toute la saisonnalité aussi du métier. C'est un métier qui est extrêmement saisonnier, avec les grandes vacances, avec la rentrée littéraire, la rentrée scolaire, Noël. Il y a énormément de thématiques qui reviennent tous les ans. Vous êtes capable de me dire aujourd'hui, là, à 13h11 sur France Culture, combien vous avez de livres dans votre librairie? 50 000, 50 000 livres. je pense, grosso modo. Élodie Bonafou, vous aussi, vous êtes capable de me le dire? À peu près 30 000. 30 000. Justement, il y a une partie, et Stanislas Rigaud le disait, il y a une partie de nouveautés. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Élodie, comment on vous propose ces nouveautés? C'est un rendez-vous, c'est sur catalogue, c'est aujourd'hui sur un formulaire Internet. Comment ça fonctionne? Alors en fait, tout cela est possible en soi. Pour ce qui me concerne, on est visité par les représentants, ce qu'on appelle les représ, qui sont les commerciaux des diffuseurs. Les diffuseurs étant les intermédiaires entre les éditeurs et les libraires, qui vont venir nous présenter le programme de nouveautés des éditeurs. Et 2-3 mois avant la parution, jusqu'à 1 mois avant, on va choisir les quantités de livres qu'on veut avoir à parution à la librairie. Est-ce qu'on vous impose des livres? Non. Par chance, alors c'est quelque chose qui peut arriver. Moi, je me suis battue pour ça, on ne m'impose aucun livre. Stanislas Rigaud, même question? L'actualité impose, en fait. Il y a des fois des livres qu'on n'a absolument pas envie de prendre, mais voilà, on va les prendre. Votre lien, vous, avec le représentant, c'est un lien, un contact humain ou c'est un contact dématérialisé aujourd'hui? Non, c'est un contact humain. On a bien vu d'ailleurs au moment du Covid où on s'est retrouvé avec des contacts dématérialisés que ceux qui pensaient que les représentants n'étaient pas très utiles et qu'il suffisait d'envoyer des choses par Internet, des bons à remplir, en fait on s'est rendu compte de la difficulté de la chose. On est dans un rapport humain, on a ce représentant, en plus ce sont des représentants qu'on a la chance d'avoir régulièrement, qui viennent souvent à la librairie et qui en général sont sur un secteur longtemps. Donc s'entretiennent des liens, ils nous connaissent, on les connaît, ils connaissent notre territoire. Ce sont des gens qui disent, qui nous conseillent aussi, qui nous aiguillent par rapport à notre choix. Donc on fait vraiment le choix ensemble. En fait. Et justement, ce sont aussi, enfin, on imagine là, avec ce que vous êtes en train de nous décrire, une sorte de chaîne, Élodie Bonafou, qui part de l'auteur, qui passe par l'éditeur, par le représentant qui diffuse et qui vient jusqu'à vous. Et à chaque fois, il y a simplement une relation aussi de confiance et de conseil. Ah bah oui, évidemment. Alors, ce que vous décrivez, c'est précisément la chaîne du livre, justement. Hein, c'est le nom que ça porte. Et oui, évidemment. Alors, les représentants, on finit par avoir une relation avec eux. Ce sont souvent de très bons lecteurs, par chance, et qui vont être capables de nous dire « ça, super, c'est pour toi, prends et ça va te plaire et ça va plaire à la clientèle de la librairie ». Et inversement, là-dessus, c'est pas la peine de s'énerver. C'est pas quelque chose qui a vocation à fonctionner, chez toi. On a la plupart du temps, et vraiment dans la très grande majorité des cas, des rapports de confiance et une vraie qualité de travail avec nos représentants. Et alors, sur la question du nombre d'exemplaires, comment vous faites? Quel est le secret? Alors, c'est souvent en fonction... Alors, il y a une intuition, évidemment, il y a une connaissance de sa clientèle, on le disait tout à l'heure. Il y a des historiques aussi de vente qu'on a sur certaines typologies de livres qui vont nous permettre de déterminer des fourchettes. Et puis, il y a un risque, bien évidemment, qu'on prend toujours également. Stanislas Rigaud? Oui, voilà, à la librairie où je travaille, chaque libraire, on a une équipe de 10 libraires et responsable de son rayon, donc c'est lui qui fait les achats. Et donc reçoit ses représentants et décide donc, chaque secteur, chaque rayon a non pas un budget, mais une échelle de valeur. Et dans cette échelle de valeur, voilà, on travaille sur tel volume et entre ce que le représentant va nous annoncer, le goût du libraire et le terrain, le territoire, tout ça donne ce qui va arriver 2 mois plus tard. On va évidemment parler de la littérature classique, des grands classiques, Camus, Baudelaire, Hugo, Dumas, Maupassant, Flaubert. Là aussi, vous avez tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer? Ah oui, je pense. On a un gros fond en livre de poche.
qui est énormément alimentée par les écoles, forcément. La prescription reste un moteur essentiel du fond de la librairie. Et en même temps, une clientèle qui est toujours très, très fidèle aux grands classiques. À la librairie, typiquement, Zweig, Gary sont des auteurs qu'on vend à tour de bras tous les jours. Là aussi, il y a des saisons, je peux dire, même si ce n'est pas des saisons, mais des vagues de certains auteurs classiques qui reviennent à certains moments. Ah oui, oui. Pour X raisons. Regardez, au moment du Covid, on a eu le grand retour en force de Camus avec La Peste. Il y a les événements extérieurs qui rebondissent sur les classiques. Il y a aussi tout simplement les programmations. En ce moment, le carton des Trois Mousquetaires, comme on a pu avoir le carton des Illusions perdues de Balzac, voilà, avec les liens avec les grands films. Il y a énormément de choses qui font que le fond classique est très vivant. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez le commander en combien de temps dans votre librairie ? 2-3 jours. Élodie Bonafou, c'est la même chose de votre côté ? Absolument. On a un système, l'interprofession, une plateforme logistique en région parisienne qui permet de livrer dans des conditions logistiques extrêmement performantes les librairies de province dans un temps record. Donc on est livré effectivement entre 2 et 5 jours, quoi. En préparant l'émission, Élodie Bonafou, je me suis intéressé à ce que vous disiez. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que je trouve très joli. Vous parliez d'une sorte de système solaire qui gravite autour de votre librairie. Alors, quels sont vos interlocuteurs ? On a parlé évidemment de ceux de l'éditeur et des représentants, mais j'imagine que, on l'a dit, il y a des écoles aussi, des gens qui sont autour de vous et qui participent à ce système solaire. Ouais, alors vous aurez... Les clients, évidemment, font partie de ce système. Alors, les clients, les particuliers, mais aussi les bibliothèques, les écoles, les autres acteurs culturels, puisque nous avons des théâtres, des scènes, des cinémas et ainsi de suite autour de nous avec lesquels nous travaillons très régulièrement, des associations, des porteurs de projets divers et variés, des collectivités territoriales, si bien qu'il y a effectivement toute une constellation qui s'organise autour de la vie de la librairie qui dépasse très largement le travail de libraire strict. Et puis c'est un lieu de rencontre aussi, évidemment. Vous avez parlé des auteurs qui viennent, les dédicaces, les discussions qui peuvent naître, que vous créez aussi, que vous contribuez à créer entre les auteurs, les autrices et vos clients, lecteurs et lectrices. Stanislas Rigaud, un mot sur le réseau Page dont on parlait au début de cette émission. C'est un réseau où il y a 2000 librairies à peu près. Vous en faites partie, tout comme Élodie Bonafou à Châteauroux. Ça sert à quoi ce réseau ? Alors, ça sert à créer, entre guillemets, une communauté d'échange. On est tous, c'est un métier qui est extrêmement individualiste par rapport, effectivement, on a notre quartier, on a notre clientèle, l'achalandise, nos politiques. Les libraires sont souvent fort caractère. Page nous permet effectivement d'abord de nous rencontrer, ce qui est quand même pas si fréquent, de nous permettre aussi de mettre en commun nos échanges, nos goûts, nos lectures et nos coups de cœur. C'est très important. Là, et l'événement central de cette histoire, c'est la réunion de rentrée littéraire, qui est donc la rentrée littéraire, qui est un des très grands événements avec Noël de l'année. Et Page nous permet effectivement, avec une très grande réunion qui se tient tous les ans à la BNF, pour les professionnels, d'organiser une journée où 400-500 libraires et bibliothécaires se retrouvent pour une présentation de cette fameuse rentrée qui est une clé de l'année, en fait. Un réseau qui s'est créé à la fin des années 80, justement, pour faire face à l'avènement des grandes surfaces culturelles. Et on disait que ça se portait bien, la profession de libraire. Il y a 142 nouvelles librairies indépendantes qui se sont ouvertes l'année dernière, selon le Centre national du livre. C'est évidemment, ça participe aussi de cette solidarité. Est-ce qu'il y a vraiment de la solidarité, Élodie Bonafou, entre libraires? Est-ce qu'on renvoie vers son confrère et sa consoeur, ou est-ce qu'on garde son client? Dans la mesure du possible, on garde son client. Après, oui, évidemment qu'il y a de la solidarité. Enfin, en général, on se marche pas trop quand même sur les pieds les uns des autres. Il y a quand même on a des problématiques communes. On a un syndicat qui est assez fort. On a une profession qui est relativement organisée, relativement solidaire. Il y a des outils collaboratifs comme ce magazine Page, effectivement, auquel on est très nombreux à participer. Et non, il y a pas. On a des relations les uns avec les autres qui sont quand même plutôt pacifiques. Même si on n'est pas d'accord sur le livre et sur la qualité de telle ou telle sortie, on imagine bien. Alors, on fréquente aussi beaucoup les librairies quand on est étudiant et étudiante, on l'a dit tout à l'heure, et c'est justement ce qu'expérimente en ce moment Anastasia. La librairie Vrin est 6 places de la Sorbonne, où j'ai fait mes études de droit et de philosophie. C'est la seule librairie au monde qui se consacre exclusivement à la philosophie. Dotée de sa propre maison d'édition,
Elle fait partie de ces enseignes indépendantes qui promettent à l'esprit critique français encore des lendemains. Depuis 1911, elle accueille des sorbonnards qui sortent rincés de leurs heures de cours, qui s'y plongent avant ou après la dernière perfusion de café qui rythmera leur journée, juste en face, au patio. Fatigués mais heureux, parfois en quête d'un livre pour nourrir la bibliographie d'un mémoire, parfois désireux de se perdre dans ce sanctuaire de la pensée où les anciens coexistent avec les contemporains, où plus de 10 000 livres, neufs ou ressuscités, leur rappellent malicieusement qu'ils ne savent rien. Où les libraires sont de véritables spécialistes du doute, font aller plus loin, voire plus large, et au comble de leur art, penser contre soi-même. Le libraire est un spécialiste du doute. Un spécialiste de quoi d'ailleurs, Stanislas Rigaud? Le libraire, il se dit spécialiste ou pas? Oh non, pas du tout. Non, en fait, on a la chance, c'est aussi le devoir, hein, on lit tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est... c'est aussi une des caractéristiques de ce métier qui est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que, en fait, une bonne partie de ce métier, c'est lire. Et ce métier de lire, on ne le fait pas au travail. Justement, j'allais vous demander, on a parlé de toute la partie administrative, mais quand est-ce que vous lisez, vous, par exemple? Quand je ne suis pas à la librairie. Donc, c'est en plus donc, dans les transports, chez moi, ça fait partie effectivement là. Et on a rencontré, il n'y a pas si longtemps que ça, alors c'est en train de revenir en arrière, mais effectivement, d'être confronté à des gens qui veulent devenir libraires, mais bon, je pars à 19h, à 19h01, je fais ce que je veux, mais je lis pas, c'est pas mon problème, j'ai des séries. Ah oui, mais en fait, si. En fait, le métier ne s'arrête jamais. Et dans moi, j'ai trouvé un grand accomplissement dans ce fait que la porosité du métier et de ma vie personnelle. On a eu effectivement des retours assez surprenants de la part de la nouvelle génération qui disait oui mais non, moi ma vie personnelle patati patata. Ça revient en arrière et aujourd'hui on a effectivement, je suis très très emballé par les nouveaux jeunes libraires que je rencontre qui sont très très motivés. Et donc parce que voilà, ce métier, une bonne partie de ce métier ne se fait pas entre les murs du travail. Difficile de conseiller un livre si on l'a pas lu, Élodie Bonafou, j'imagine. Ah bah oui, évidemment. Évidemment, alors vous disiez que le libraire est un spécialiste du doute. C'est aussi forcément c'est un métier qui appelle à l'humilité. On est entouré de livres, évidemment, qu'on n'aura jamais tous le temps de lire, ce qui est extrêmement frustrant. Je sais de quoi vous parlez, oui. Oui. Et oui, effectivement, on a vous le disiez, un rapport au travail qui forcément ne s'arrête pas aux portes de la librairie au moment où on baisse la grille le soir. C'est évident. Il faut pouvoir donner des conseils. Chez vous, ils sont sous quelle forme les conseils? Ils sont aussi sur les livres, Élodie Bonafou, les petits papiers. Ouais. Chaque libraire conseille son livre préféré? Oui, alors c'est d'autant plus important de le faire qu'on parlait de typologie de clients, mais au-delà de la typologie, vous avez des gens qui vont être ravis de discuter avec des libraires, d'échanger sur leur lecture, leur vie, et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui sont ravis de trouver une librairie qualitative avec des libraires qui savent de quoi ils parlent, mais qui n'ont pas forcément envie de parler là, tout de suite, maintenant. Et qui vont être ravis de pouvoir déambuler dans la librairie et, mine de rien, d'être quand même aiguillés, orientés, d'avoir aussi nos petits avis qui sont là. Et de ne pas se frotter aux libraires de caractère dont parlait Stanislas Rigaud tout à l'heure. Alors, il nous reste vraiment 1 minute, 30 secondes chacun. Élodie Bonafou, si vous nous donnez une recommandation de lecture, c'est laquelle ? Alors, une recommandation de lecture. Allez, un grand voyage au Tibet, quand notre terre touchait le ciel, de Tsering Yangzom Lama. Vous voulez que je vous en dise 2 mots ? Vraiment 2 mots. Vraiment 2 mots. Allez, les 40 ans de voyage d'une famille tibétaine en exil qui a été obligée de partir dans les années 60 au moment de l'invasion de la Chine. Et ça nous parle de ce que devient une culture quand elle est déracinée avec ce que deviennent les hommes, mais aussi les objets qui ont construit cette culture. J'imagine que c'était pas facile de faire ça très court. Quand notre terre touchait le ciel, on met évidemment la référence sur la page Book Club sur le site franceculture.fr. La même chose, même exercice, Stanislas Rigaud. Le livre qui m'a le plus bouleversé cette année pour le moment, c'est Cormac McCarthy avec Le Passager aux éditions de l'Olivier, chef-d'œuvre pour moi absolu d'un auteur qu'on croyait 90 ans, un peu mortifère sur la fin. Ça faisait 15 ans qu'il n'avait rien sorti. Et à l'arrivée, on a une réinvention totale d'un des plus grands auteurs américains du XXe siècle qui, soudain, embrassant et la Beat Generation et le polar et le grand roman américain, nous offre un livre totalement hors norme et hors classe. On en a parlé vendredi dernier, c'est à réécouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était d'ailleurs avec Olivier Cohen, l'éditeur de l'Olivier. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous en direct à distance. Élodie Bonafou depuis Châteauroux, où vous vous occupez de la librairie Arcane. Et merci à vous, Stanislas Rigaud, librairie Lamartine à Paris dans le 16e arrondissement. Et on vous retrouve tous les deux dans le dernier numéro de la revue bimestrielle Page des libraires, partenaire de cette émission, pagedeslibraires.fr. Un juron est une ellipse ou un désemparement.
Que l'on soit indigné au point de ne pas pouvoir élaborer de raisonnement ou dédaigneux au point de ne pas vouloir le faire, on ne peut plus que crier « abruti ». En démocratie, cela fait partie du métier de politicien d'être injurié. Aucune conséquence d'ailleurs. À la fin, les politiciens font à peu près ce qu'ils veulent. Le mieux, ce sont les orateurs qui osent engueuler les peuples. La gloire des orateurs populistes qui nous accablent depuis plusieurs années vient de ce qu'ils ne contredisent jamais la rage de la plèbe. Ils la caressent, la nourrissent, la renforcent. On les applaudit dans des conférences, on leur demande des conseils, on les vénère. Ils flottent sur un coussin d'amertume. Ils sont prisonniers. Toute tentative de s'éloigner de la non-pensée qu'ils répandent est conclue par leur anéantissement. La plèbe tue celui qui interrompt la béquée. Il est rare qu'un orateur ose dire des choses désagréables au peuple. Le plus célèbre, celui qui devrait être le maître des politiciens, et par conséquent ne l'est pas, est Démosthène. Oui, l'Athénien du IVe siècle avant notre ère, de la période où sa ville était menacée par la Macédoine du roi Philippe, père de l'insupportable tête à claque qui deviendrait Alexandre le Grand. Les belles lettres, dans leur excellente collection Édition Minor, publient l'intégralité de ses discours, édition dont on ne peut que louer la qualité, traduction comme apparat critique. Si les belles lettres l'envoyaient aux technocrates qui écrivent les discours des employés de l'État pour qu'ils apprennent ce qu'est l'éloquence, elles rendraient un grand service à la République et à nos oreilles. On ne trouvera pas de synergie ni autre en responsabilité dans les discours de Démosthène, mais d'enthousiasmantes prises à partie du peuple. Je ne citerai que le début de la première Philippique, où il fustige les Athéniens de son ironie. Ne désespérez pas, Athéniens, de la situation présente, même si elle semble bien mauvaise, car ce que vous avez vécu de pire par le passé est justement ce qui doit vous fournir le meilleur pour l'avenir. Comment cela ? C'est, Athéniens, parce que vous ne faites rien de ce qu'il faut que votre situation est désastreuse. Si vous aviez fait tout ce qu'il convenait de faire et qu'on en était arrivé là, il n'y aurait même pas l'espoir d'une amélioration. Sur 60 discours du recueil, 5 sont sur quelque chose, sur l'organisation financière par exemple, tous les autres étant contre Midias, contre Panthénatos et bien sûr contre Philippe de Macédoine, d'où le sens du mot actuel philippique, violent discours contre une personne. On ne fait pas carrière dans l'éloquence en étant pour. C'est ce qu'il apparente à la critique littéraire, hélas. Poursuivi par les ennemis de son pays, Démosthène s'est suicidé au même moment qu'était abolie la démocratie athénienne. Tout n'était pas mieux dans le passé. Le XXe siècle a connu un orateur aussi éloquent que Démosthène, qui, lui aussi, a mis en garde un peuple contre sa frivolité envers un tyran étranger, mais Winston Churchill ne s'est pas suicidé et la démocratie a gagné. Charles Danzig qui était pressé donc de clôturer ses quadrithèmes et c'est à réécouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France, un peu comme dans une librairie. Et ben dans le book club, il y a toute une équipe, Oriane Delacroix qui lit des livres toute la journée, même quand elle est chez elle le soir. Zora Vignier aussi, Jana Grappard, Alexandre Alaibegovic, Didier Pinault bien sûr. À la réalisation cet après-midi, c'est Sam Bakiast, et à la prise de son, Noé Chaban. On tourne comme tous les jours ensemble la dernière page du jour et voici l'épilogue. Le livre est le produit qui avait le moins augmenté depuis les années 80. On doit quand même dire un mot du pass culture aussi. Moi, je me suis battue pour ça, on ne m'impose aucun livre. On a des relations les uns avec les autres qui sont quand même plutôt pacifiques. Le métier ne s'arrête jamais.